Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'interview d'Agri Télévision. L'huile de palme, un aliment, un médicament ou un poison nocif à l'environnement et à l'homme. La polémique autour de ces questions anime les débats dans certaines opinions publiques et dans les réseaux sociaux. La réalité, quelle est-elle? Pour en parler, nous accueillons ce soir le docteur Marlise Peyoundi, qui est biochimiste, chercheur, spécialiste de santé publique, mais aussi auteur de plusieurs livres. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Bitton, c'est moi qui vous remercie. L'on présente très souvent, dans certaines civilisations, l'huile de palme comme étant un aliment. Déjà, quelle est son origine? Vous savez, d'aucuns tracent l'origine de l'huile de palme dans les forêts tropicales humides de l'Afrique. Donc on parle souvent d'une origine localisée en Afrique de l'Ouest. Par la suite, le palmier, la huile a été exportée en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. Pourquoi doit-on la considérer comme un aliment et qu'est-ce qu'elle apporte à l'organisme? Disons, avant de répondre à cette question, je vais dire ce que c'est que l'huile. Parce que pour qu'on s'entende bien, il faut qu'on ait les mêmes définitions de base. Donc vous allez m'excuser, je vais parler un peu de chimie, mais ce sera de la chimie de base que tout le monde peut comprendre. Vous savez, vous connaissez la glycérine, n'est-ce pas? C'est du glycérol, mais on dit glycérine pour que tout le monde puisse comprendre. L'huile, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle vulgairement triglycéride. Ça veut dire quoi? C'est la glycérine sur laquelle est estérifié 3 acides gras. Et l'acide gras, c'est simple, c'est juste une chaîne carbone-hydrogène qui déteste l'eau. Et au bout de la chaîne, vous avez le carbone, oxygène, oxygène, hydrogène. Donc, cette glycérine, avec les 3 acides gras, ça fait la triglycéride. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important quand on parle d'une huile, ses propriétés viennent des acides gras, que vous entendez tout le temps parler. Maintenant, quand vous avez cette chaîne dont j'ai parlé, carbone, hydrogène, carbone, le carbone est relié à un autre carbone par une simple liaison. Et il arrive que le carbone soit relié à un autre carbone par une double liaison. Et on appelle ça insaturation. C'est pour ça que vous allez entendre parler des acides gras insaturés. Maintenant, quand il y a plusieurs insaturations, on parle d'acide gras polyinsaturé. Donc, il arrive que les êtres humains n'arrivent pas à fabriquer certaines insaturations. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il nous faut prendre des acides gras essentiels. On va les prendre chez les végétaux. Donc, vous avez donc ce triglycéride, glycérine, 3 acides gras qui va faire l'huile. Il arrive que les triglycérides soient solides, on va parler de graisse. Vous voyez? Donc, cette définition est importante pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'être humain a besoin de l'huile pour vivre. Comme il a aussi besoin des graisses. Tout à fait. Vous savez, les acides gras sont le carburant essentiel du cœur. Ils apportent beaucoup d'énergie au cœur. Le cœur bat des milliers de fois par jour. Donc, dans votre alimentation, vous avez besoin à peu près 20% de l'apport énergétique de la journée doit provenir des graisses. Et dans ces graisses, vous devez retrouver les acides gras essentiels dont j'ai parlé. Donc vous comprenez donc que l'huile de palme apporte beaucoup à l'organisme. Oui, vous dites l'huile de palme apporte beaucoup à l'organisme. Vous avez donné une définition chimique de l'huile de palme. Oui. Mais je reprécise ma question. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle apporte véritablement comme, disons, nutriments ou je ne sais pas? Oui, merci de repréciser cette question parce que c'est une très bonne question en fait. Vous savez, l'huile de palme, il y a beaucoup de polémiques. L'huile de palme, si vous avez 100 grammes d'huile de palme, là-dedans, vous allez trouver 49 grammes d'acides gras saturés. Et ces acides gras saturés, je vous ai dit, ça apporte beaucoup d'énergie à l'organisme. Et là-dedans, vous allez aussi trouver à peu près la même quantité d'acides gras insaturés, parmi lesquels vous avez à peu près 10 grammes d'acides gras essentiels. Donc, il n'y a pas que ces acides gras. Dans l'huile de palme, vous retrouvez aussi des antioxydants. Vous retrouvez la vitamine A, vous retrouvez la vitamine E, vous retrouvez le coenzyme Q10, vous retrouvez la vitamine K, vous retrouvez aussi les stérols et aussi beaucoup d'autres composés majeurs. Mais c'est ce qu'apporte essentiellement l'huile de palme. D'accord. Avec l'arrivée massive des huiles importées favorisées par les APE, pensez-vous, docteur, qu'en zone urbaine, cette huile est encore assez consommée comme par le passé? Ce que je veux dire, j'ai remarqué qu'elle est de moins en moins consommée. Parce qu'il y a un phénomène
Vous savez, les médias sont en train d'essayer de façonner l'être humain. Donc, tout le monde veut dire que j'achète des huiles raffinées et puis j'achète les huiles qui sont importées d'Europe, pas parce que je suis à la mode, mais et on consomme de moins en moins de l'huile de palme parce qu'elle est parfois réservée aux pauvres. Or, l'huile de palme rouge vierge, c'est une des meilleures huiles qui existent dans le monde, mais elle est malheureusement moins consommée. Ok. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, la Nord interdisait la vente et la consommation de certaines huiles raffinées importées. Quels dangers peuvent représenter ces huiles d'origine douteuse par rapport à la santé publique des Camerounais? Il y a beaucoup de dangers. Vous savez, je salue souvent les initiatives qui tendent à protéger la santé des Camerounais. L'huile, il y a beaucoup de dangers dans l'huile, surtout si on n'a pas utilisé les bonnes pratiques de raffinage, les bonnes pratiques de fabrication en fait. Donc ça expose les êtres humains. Je rebondis. Avant que vous ne puissiez continuer, comment faire pour contrôler toutes ces bonnes pratiques lorsque ces huiles viennent très souvent du port ou alors empruntent des voies terrestres? La seule façon de contrôler, c'est d'avoir des laboratoires selon les règles de l'art. Mais je suis désolé de dire qu'au Cameroun, ça ne court pas les rues. Il n'y en a pas. Il y a de très bons laboratoires, vous savez, mais il n'y en a pas qui est vraiment dédié pour le contrôle des aliments et qui a tous les machines que j'ai vues. Excusez-moi, j'ai été à l'école aux États-Unis, j'ai été à l'école en France, donc j'ai vu vraiment des laboratoires selon les règles de l'art. C'est que vous dites là est très grave, docteur. Oui, il y a des laboratoires au Cameroun et il y a des Camerounais très intelligents. Mais moi, j'ai cherché un appareil qu'on appelle un chromatographe en phase gazeuse, couplé à la spectrométrie de masse. J'ai cherché des appareils qui permettent de faire la RMN, résonance magnétique nucléaire. Il n'y en a pas beaucoup. Et tous ces appareils interviennent dans le contrôle de la qualité des aliments? Oui, le GCMS. Ça permet non seulement les aliments, ça vous permet, si vous avez un échantillon, vous pouvez voir tout ce qu'il y a dedans. Or, quand une huile n'a pas été bien fabriquée, vous ne pouvez pas être là où ils fabriquent. Vous pouvez juste faire des contrôles. Mais si vous prenez une huile qui vient d'ailleurs, vous allez par exemple doser ce qu'on appelle les monochloropropanols. Quand une huile a été raffinée, par exemple quand on désodorise l'huile de palme, vous voyez, il y a ces produits qui sont... Et ces produits et ces substances sont produites. Et c'est dans toutes les huiles raffinées. Et elles sont très cancérogènes. Vous comprenez par exemple? Donc si vous avez un bon laboratoire, vous allez pouvoir identifier tout ce qui entre, que ce soit les huiles ou même d'autres aliments. Donc, et je pense que le Cameroun est en train de faire beaucoup d'efforts. Ça, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits parce que j'ai eu à parler avec les spécialistes d'ANOR. Ils ont demandé qu'on apporte l'appui, ils veulent travailler avec nous pour voir comment pouvoir améliorer ce qui se passe. Donc, si l'ANOR a pu prendre des échantillons de ces huiles, et il a sûrement fait des tests autant que faire se peut au Cameroun, et il y a aussi des tests qui sont envoyés dans d'autres pays pour faire des tests, et ils ont trouvé qu'il y a des composés toxiques. Très probablement, ils ont raison de bloquer l'importation de ces huiles pour ne pas tuer les Camerounais. Une question pratique. Un importateur fait venir des conteneurs d'huile au Cameroun. Oui. Les conteneurs arrivent au port de Douala. Au port de Douala, il dédouane sa marchandise. L'huile est déjà en vente. C'est quand l'huile est déjà dans le circuit de distribution qu'on annonce les contrôles. Question pratique. Ou alors, il faut un travail en amont. Je ne sais pas, je veux comprendre pour vous qui êtes en plein dedans. Comment ça se passe? Voilà. Habituellement, selon les règles de l'art, qu'est-ce qui se passe? Quand on donne une autorisation d'importation, ou même quand on permet que certaines substances qui sont sensibles entrent dans le Cameroun, il faut d'abord faire un contrôle avant cette entrée. Il faut faire un premier contrôle. Et maintenant, quand les produits sont sur le marché, il faut faire des inspections. Tu vois, à certains moments, des inspections post-marketing pour voir si le produit a été autorisé. C'est sûrement que les tests réalisés ont permis de savoir que ce produit ne met pas en danger les populations camerounaises. Mais maintenant qu'ils commercialisent ces produits, il faut périodiquement un mécanisme pour aller prélever les échantillons et faire des tests pour s'assurer que c'est bien ce qu'ils ont dit qu'ils nous vendent et ce n'est pas des poisons. Malheureusement, il y a beaucoup de ces organes qui font des contrôles, n'ont pas souvent assez de moyens pour faire des contrôles. Moi, j'ai vu plein de poisons qui sont vendus dans notre marché. Je suis désolé, mais il y en a. Et ce n'est pas étonnant que l'espérance de vie au Cameroun soit de 57,3 ans.
C'est une des plus faibles du monde et c'est la 8e la plus faible d'Afrique. Seigneur. Oui, parce qu'on consomme énormément de poisons. Comment pallier à ça? La première chose, c'est que il ne faut pas seulement lancer la critique. Maintenant, il faut travailler avec le gouvernement pour voir comment tout citoyen peut contribuer à réduire déjà le niveau de poison que nous consommons. Et aussi, nous-mêmes, nous devons changer de comportement. Vous savez, on n'a pas le pistolet sur la table pour acheter des poisons. Mais on n'a pas la bonne information non plus, docteur. Parfois. Vous savez, moi j'ai beau dire que les colorants qu'on consomme tout le temps, ça tue, mais il y a des gens qui disent, ah bah je consomme, je vais mourir, je ne consomme pas, je vais mourir. Vous savez, le Camerounais, il est très, comment dire, stubborn, têtu. Voilà, donc il faut déjà, comme vous dites, donner la bonne information sur les huiles. Parce que les huiles mal conservées et mal utilisées, ou bien les huiles qui contiennent des poisons, sont très dangereuses pour la santé. Avec la quantité énorme de différentes marques d'huile que nous rencontrons sur nos marchés, c'est extrêmement grave ce que vous dites, docteur. Nous consommons du poison au quotidien. Ben oui, nous consommons du poison au quotidien. Pas seulement, parmi ces huiles, il y en a qui sont vraiment de bonnes huiles. Mais il y en a beaucoup qui sont mal conservées. Vous savez, quand il y a vous retrouvez au marché, moi j'ai vu des huiles vendues au bord de la route sous le soleil. Ouais, cette huile-là, même si elle est venue, elle était bonne. Vous savez, le soleil, les photons. Oui, les photons, c'est vraiment, ça va oxyder l'huile, même si elle est dans la boîte et fermée. Vous comprenez, ça va produire des poisons. Ouais. On doit interdire de vendre des huiles au bord de la route. Toutes les huiles doivent être dans le magasin, dans les cartons ou bien exposées sur les étagères, mais pas au bord de la route. Donc vous savez, nous-mêmes, nous participons à la dégradation des huiles. Par l'ignorance. Par l'ignorance, probablement. Okay. Docteur, nous avons en souvenir ces grands-mères qui massaient leurs petits-enfants avec l'huile de palme. Pourquoi le faisaient-elles? Ou du moins, est-ce que parce qu'elles trouvaient en ces huiles quelques vertus, oubliées aujourd'hui par les jeunes générations? Vous savez, nos grands-mères étaient très intelligentes, contrairement à ce qu'on croit que c'est l'Occident qui nous a apporté l'instruction intelligente. Nos grands-mères étaient très intelligentes parce qu'elles savaient que l'huile de palme protège la peau. Vous savez, cette vitamine E, elle est excellente pour la peau. Ça protège la peau contre les radicaux libres. Vous voyez, donc, ils savent que si vous avez déjà essayez de mettre de l'huile de palme. L'huile de palme brute? Brute, ou bien la pulpe de noix. Essayez de faire un masque. Par la suite, lavez votre peau, vous allez voir comment elle est belle en fait. Donc les mamans savaient qu'elles protégeaient, nourrissaient la peau de leurs enfants avec de l'huile de palme, avec plein de vitamines A, plein de vitamines E et tout ce que cela comporte. Et c'était une très bonne pratique. Ok. Vous êtes auteur. Et dans votre ouvrage intitulé Réduire la mort, tueuse silencieuse, huile et graisse, publié aux éditions Rico en 2013, vous présentez l'huile de palme comme une source considérable de vitamine E et de carotène. Quelle est sa teneur en ces substances et qu'est-ce que ces substances peuvent bien apporter à l'organisme? Je crois que ça c'est une très bonne question parce que quand vous avez de l'huile de palme, je vais préciser, l'huile de palme rouge vierge. Okay. Parce que ça c'est l'huile qui est très bonne pour la santé. Brute. Sans transformation. Sans transformation et bien extraite. Quand vous dites bien extraite, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand on extrait de l'huile. Vous savez, l'huile de palme, c'est une huile de fruit. Ce n'est pas une huile qui vient de la graine, du noyau du fruit. Donc, ça veut dire qu'elle contient ce qu'on appelle les lipases. C'est des enzymes qui découpent. Je vous ai donné la glycérine avec des acides gras. Donc, ces enzymes vont venir découper. Voilà. Et quand ça détruit les triglycérides, ça produit des acides gras libres dans l'huile. Et aussi des monoglycérides et des diglycérides qui vont se transformer plus tard, qui peuvent se transformer en substances cancérogènes. Donc, quand l'huile est bien extraite, avec les lipases inactivées, elle peut contenir entre 600 et 1000 mg de vitamine E par kilo d'huile. Et pour la vitamine A, ça peut contenir entre 500 et 700 mg par kilo d'huile. Et il y a les espèces en Amérique latine qui peuvent contenir tant pour moi, jusqu'à 4000 mg de vitamine A par kilo d'huile. Donc vous comprenez que c'est une huile qui est bourrée
de vitamines. Et quand vous savez que la vitamine E, c'est une excellente vitamine, elle a des propriétés anti-inflammatoires. La vitamine E a des propriétés anti-plaques. C'est-à-dire, vous savez, les maladies cardiovasculaires comme l'AVC, on appelle souvent les accidents ischémiques qui bouchent les artères et empêchent le sang de circuler, ça fait l'AVC. Donc en consommant de l'huile de palme? Oui, vous avez la vitamine E qui est anti-plaque. C'est-à-dire, elle empêche l'agrégation des... L'huile de palme brute? Oui. C'est-à-dire rouge. Une petite quantité par jour? Même une cuillère, oui. Par jour? Mais oui, 20 grammes par jour. Vous voyez, ça empêche que la plaque d'athérosclérose se forme, ça réduit. Voilà, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu. Elle a aussi effet antithrombose, parce que si la plaque ne se construit pas, il y a moins la probabilité pour que la plaque vous bouche l'artère est réduite. Donc vous avez cette vitamine E, elle est très bonne pour protéger la peau et les membranes contre les radicaux libres. Vous savez, les radicaux libres, c'est responsable de la vieillesse. Hein. Quand vous voyez vieillir, là, il y a les radicaux libres qui nous font vieillir. Et vous avez la vitamine E, nous protège. Voilà. Et aussi, vous savez, quand elle nous protège aussi, parce que ces radicaux libres, vous voyez, c'est des produits de l'oxydation. Ils sont très instables et ça détruit tout. C'est génotoxique, vous savez, ça détruit le matériel génétique et ça peut causer des cancers. Vous voyez que la vitamine E est très protectrice. Maintenant, en ce qui concerne la vitamine A, elle est tout aussi protectrice. Vous savez, la vitamine A, elle participe à la formation de certaines hormones. Et on l'appelle aussi rétinol. Donc, elle est un composant de la rhodopsine qu'on retrouve dans l'œil. Donc, la vitamine A favorise la vision. Finalement, à vous écouter, l'huile de palme n'a que des vertus. Elle a beaucoup de vertus. Si elle est consommée avec modération, suivant les conseils que nous donnent les agents de santé. Parce que vous savez, dans le monde, il y a à peu près 600 caroténoïdes. Et l'huile de palme contient 150 à peu près. Et parmi lesquels vous retrouvez ce qu'on appelle le lycopène. Et ça protège contre le cancer de la prostate. Donc l'huile de palme protège contre plusieurs cancers. Même le cancer du sein, et du moment où elle est bien utilisée. Voilà, vous respectez les recommandations des agences de santé. En principe, l'huile de palme, c'est une excellente huile. Donc nos téléspectateurs peuvent retenir qu'en consommant 20 grammes d'huile de palme brute par jour, nous nous éloignons de certaines pathologies. Tout à fait, ça protège. Voilà, ça nous protège de certaines pathologies. Tout à fait. Vous la décrivez également comme une source de coenzyme Q10. Quel est le pourcentage de cette coenzyme dans notre organisme? Le coenzyme Q10, encore appelé ubiquinone 10, on peut en retrouver entre 10 et 80 mg par kilo d'huile de palme, à peu près. Et quel est le rôle de cette coenzyme dans l'organisme? C'est un puissant antioxydant aussi. Vous savez, ce n'est pas un composant majeur de l'huile de palme, mais ce coenzyme Q10 est 10 fois plus puissant que la vitamine E en termes de capacité antioxydante. Donc, on lui attribue beaucoup de vertus, renforce le système immunitaire et participe à beaucoup de réactions dans l'organisme. La consommation de cette huile permet-elle de prévenir certaines maladies? Si oui, lesquelles? La consommation de l'huile permet de prévenir plusieurs maladies. L'huile de palme rouge, je précise toujours. Et brute? Et brute et très bien produite, hein, selon les règles de l'art. Elle permet, entre autres, de prévenir certains cancers. Je vous ai dit, comme le cancer de la prostate, le cancer du sein et bien d'autres, parce qu'en apportant beaucoup d'antioxydants. C'est-à-dire, vous savez, la nature a mis à notre disposition des huiles. Et dans ces huiles, il y a aussi des produits qui les protègent, comme les antioxydants. Parce que quand une huile se dégrade avec l'oxygène, quand une huile s'oxyde, ça produit ce qu'on appelle des radicaux libres. Et c'est des produits qui sont très instables, parce qu'ils cherchent à être stables de l'énergie. Donc, elles vont commencer à détruire les membranes. Maintenant, les vitamines arrivent pour bloquer cette destruction. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit souvent antioxydant. C'est-à-dire, vous avez l'huile de palme peut vous permettre de réduire, si je peux me permettre le terme, c'est en terre à terre, vous voyez, la vitesse avec laquelle vous allez apparaître très vieux. Vous savez. Et étant donné que nous, les Africains, nous consommons de plus en plus d'alcool. Et vous savez que l'alcool promeut la formation des radicaux libres. Donc, il faut aussi prendre un temps pour se protéger avec des aliments qui ont beaucoup de vitamines.
Il y a aussi le soleil. Vous savez, le soleil qui favorise la production de radicaux libres. Il y a plein, et la pollution, parce qu'il y en a beaucoup chez nous ici, hein, ce n'est pas contrôlé. Donc, les antioxydants qu'on prenne dans l'huile nous permettent de nous protéger. Donc, les maladies cardiovasculaires, l'huile de palme permet de réduire les maladies cardiovasculaires. Je vais vous donner un exemple. Dans l'huile de palme, vous avez ce qu'on appelle les stérols, les phytostérols. Ce sont des molécules qui ressemblent au cholestérol. Mais ce n'est pas du cholestérol du tout parce qu'il n'y en a pas dans l'huile de palme. Dans les huiles végétales, il n'y a pas de cholestérol. Maintenant, ces stérols vont compétir. Vous voyez, quand vous consommez le cholestérol, ça va compétir avec le cholestérol, ça va réduire l'absorption du cholestérol et ça peut réduire votre teneur en cholestérol de 10 à 15%. Vous voyez, donc, l'huile de palme nous permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres petites maladies que l'huile de palme vous permet de prévenir. J'ai parlé tantôt de la vision. Vous voyez, ça promeut une bonne vision. Voilà, et ça lutte contre les cancers. Donc, si elle est bien utilisée, elle peut nous préserver de plusieurs maladies. Lorsque vous dites si elle est bien utilisée, vous pouvez donner une explication à nos téléspectateurs si elle est bien utilisée? Tout à fait. La première chose, c'est que quand je me promène, je me promène dans nos marchés parce que je suis émerveillé que le Cameroun ait tant de nourriture. C'est un pays béni. Mais en me promenant dans les marchés, je vois que les huiles sont vendues ouvertes. Même l'huile rouge, elle est vendue ouverte. Ah, on ne doit pas la vendre ouverte? Non. L'oxygène, c'est dans l'air. Vous voyez? Et l'oxygène, c'est un puissant ennemi des huiles. Ça s'oxyde. Vous comprenez? Donc, il faut, quand vous arrivez quelque part, n'achetez pas les huiles ouvertes. Demandez qu'on aille vous chercher l'huile au magasin. Voilà, si je peux me permettre l'anecdote, que je suis allé au marché, je voulais de l'huile de palme rouge. J'en ai vu exposer, j'ai dit à la dame, moi je veux ce qui est au magasin. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai expliqué que l'oxygène et la lumière sont des ennemis de l'huile. Il ne faut pas les laisser sous la lumière. Elle m'a dit, ah, je ne savais pas. Mais je vais aller au magasin, mais vous devez ajouter 100 francs. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Pour la santé, 100 francs, ce n'est pas un problème. Et elle a promis de bien garder ses huiles. Donc, il ne faut pas aller chercher des huiles qui sont restées au soleil longtemps ou bien qui sont ouvertes. Il faut acheter les huiles qui sont fermées. Donc, et aussi, on pourra peut-être en parler plus tard, il ne faut jamais blanchir l'huile de palme. Parce que ce que vous voyez là, l'huile raffinée, c'est déjà un peu comme un déchet de l'huile. Parce que l'huile, c'est quand elle a toutes ses vitamines et c'est là où elle est meilleure. Donc c'est pour ça que je parle de la bonne utilisation. Il ne faut jamais la blanchir. Parce que vous êtes en train de la transformer en déchet cancérogène et qui vous apporte des maladies cardiovasculaires. Wow. Ok. Docteur, depuis quelques années, nous assistons à une polémique sur la nocivité de l'huile de palme. L'huile de palme est-elle véritablement un poison? Toutes les huiles sont potentiellement des poisons. Toutes les huiles. Je vous ai expliqué comment l'huile, ce sont des triglycérides. Et vous savez, quand ces acides gras-là s'oxydent, c'est des poisons. Ça dépend de l'utilisation. Et aussi, il y a aussi une polémique. Quand les Occidentaux ou bien d'autres personnes, ils ont leurs huiles, ils veulent bien vendre leurs huiles. C'est du marketing. C'est du marketing et c'est de bonne guerre, hein, je le dis toujours. Ils peuvent promouvoir leurs huiles. L'huile de palme, on parle toujours de l'huile de palme comme si c'est une huile qui n'a que des acides gras saturés. Mais laissez-moi vous dire que l'huile de palme a presque 40% d'acides gras monoinsaturés, comme je vous ai expliqué, une insaturation. Et c'est ces acides gras insaturés qu'on recherche dans l'huile d'olive. Hein. Mais l'huile de palme en a plein. Et l'huile de palme a aussi des acides gras essentiels. Donc, si on se penche sur une huile de palme qui est déjà raffinée, vous voyez, elle n'a plus toutes ses vitamines. Voilà. Donc, cette huile de palme-là, elle peut aussi être, elle est moins bonne pour la santé que l'huile de palme vierge. Donc, si vous prenez de l'huile de palme, et maintenant, vous commencez à l'utiliser plus que ce qui est autorisé. Une utilisation, vous ne respectez pas la dose journalière. Vous vous mettez en danger. Et maintenant, vous allez prendre ces acides gras, c'est sûr que ça va devenir athérogène, parce qu'il n'y a plus les vitamines pour vous protéger. Et maintenant aussi, l'huile de palme, il faut voir que quand on la désodorise pendant le raffinage, on produit ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est les chloropropanols. Voilà, et les chloropropanols, les pays occidentaux limitent la quantité qu'on doit manger, mais dans nos pays, ce n'est pas très réglementé. Donc, toutes les huiles qu'on importe là, ou même les huiles qu'on fabrique, on doit doser le chloropropanol, parce que l'huile est cancérogène. Et il y a aussi ce qu'on appelle les acides glycidyliques,
qui sont produits pendant le raffinage. Et ça, on en retrouve aussi dans les huiles. Et il faut pouvoir doser ces toxines dans les huiles raffinées, je précise. Et toutes les huiles raffinées en contiennent. Donc maintenant, comment on fait le contrôle chez nous? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu les normes en termes de monochloropropanol. Puisque vous avez dit à votre entame qu'il n'y avait pas de laboratoire. Bon, il y en a, mais je les compare au laboratoire aux États-Unis. Excusez-moi. Si c'est mon pays qui m'a envoyé à l'extérieur pour aller en France, et c'était pour aller apprendre ce qui se passe là-bas et revenir ici servir mon pays. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de laboratoire digne de ce nom. Il y a des laboratoires qui sont très bien formés, les Camerounais sont très intelligents, il y a des profs qui sont très intelligents, mais on n'a pas beaucoup d'équipement. Donc ça fait que je parie que si on va faire un échantillonnage des huiles qui sont là dehors et qu'on amène dans un laboratoire, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de toxines dans ces huiles-là, qui sont produites déjà lors de la fabrication, mais les industriels font beaucoup d'efforts. Et maintenant aussi qui sont produits parce que nous les utilisons mal. Donc, si je peux chuter, l'huile de palme, comme toutes les huiles, peut devenir dangereuse si elle est mal utilisée et si elle est mal produite. Mais c'est propre à toutes les huiles. Docteur, quelle est la substance, ou du moins, quelles sont les substances, s'il en existe, qui peuvent faire de l'huile de palme un poison? La première, je vais prendre plusieurs cas. Bien entendu. Vous savez, il y a un Camerounais, M. Nzouli, qui avait fait sa thèse sur l'école normale. Il a pris des échantillons de l'huile que les femmes utilisent pour frire les beignets. Ces femmes-là, et les hommes, hein, j'ai vu des hommes faire des beignets, ce n'est pas question de misogynie, utilisent de l'huile à répétition. Vous voyez? Et chaque huile a ce qu'on appelle une température critique, un point de fumée au-delà de laquelle il ne faut pas chauffer. Par exemple, l'huile de palme vierge, sa température critique, c'est 177 degrés. Il ne faut pas dépasser 177 degrés, sinon ça commence à produire la choléine, et vous voyez, ça fait tousser. Et à partir de 180 degrés, ça produit des, comment on appelle ça, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des aldéhydes, et c'est des composés complètement cancérogènes. Donc, à force d'utiliser de l'huile et de la faire fumer, elle devient pleine de toxines. Un exemple simple, puisque vous avez pris l'exemple des beignets. Une maman qui utilise l'huile de palme pour faire frire ses beignets, nécessairement la température est à plus de 100 degrés. Doit-elle utiliser la même huile pour frire les beignets plusieurs fois? Pas plus de 6 fois. Pas plus de 6 fois. Il y a même des gens, des experts qui disent pas plus de 2 fois. Mais bon, elles ne pourraient pas s'en sortir, sinon le beignet serait trop cher. Elles ne doivent pas dépasser 6 fois. Elles ne doivent pas continuer à ajouter, parce que quand ça baisse, il ou elles ajoutent de l'huile. Après 6 fritures, il faut jeter de l'huile, parce que c'est déjà un grand poison. Pareil pour l'huile raffinée, c'est-à-dire nos mamans, nos femmes, nos sœurs, lorsqu'elles font frire les plantains à la maison, il faut verser l'huile, ou alors il faut, parce que moi-même souvent j'en rajoute. C'est-à-dire une huile qui a dormi, je rajoute une nouvelle huile dessus pour en faire quantité. Ça aussi c'est mauvais. Non, si l'huile qui a dormi, vous l'avez utilisée une fois, vous commencez, une fois que vous versez de l'huile, vous commencez à compter. Voilà, parce que là c'est une fois. Même si vous ajoutez encore, si vous l'utilisez, vous comptez 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu vois, du moment où vous avez mis la première huile, vous ne devez pas utiliser plus de 6 fois. Même si vous en rajoutez. Après 6 fois, vous devez jeter. Parce que là, vous commencez à produire des toxines. Vous allez vous intoxiquer sûrement et réduire votre espérance de vie. Maintenant, ça c'est un premier cas de poison. Maintenant, une personne qui produit de l'huile, c'est valable pour les huiles raffinées. Toutes les huiles raffinées. En produisant de l'huile, j'extrais de l'huile avec les lipases que je vous ai expliqué, des enzymes qui vont découper de l'huile. Maintenant, vous vous retrouvez, au lieu de triglycérides, vous avez dedans les monoglycérides et les diglycérides. Maintenant, une fois que vous allez chauffer, ils vont se transformer. Les monos et les diglycérides vont se transformer en chloropropanol, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et ça aussi, c'est des grandes toxines. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les esters glycidyliques d'acide gras, qui aussi vont se transformer en un composé qu'on appelle glycidol. Voilà. Le nom n'est pas important, c'est le procédé. C'est le procédé. Voilà, quand vous chauffez, ça produit des toxines. Donc ça veut dire que si vous aviez une huile mal produite par les producteurs, les industriels, dès le départ, quand vous allez la chauffer,
vous allez avoir des toxines. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de travailler avec les industriels, de travailler avec la population, pour essayer de ne pas empoisonner, de ne pas nous faire empoisonner tous les jours. Et vous allez voir partout, on parle de MCPD, comme ça qu'on les appelle, MCPD, les monoclonopropanols, il y a le 3-MCPD, il y a le 2-MCPD. Donc il faut aller dans la littérature, vous allez voir, c'est contrôlé, très contrôlé en Europe. Donc ce qui fait que tout ce que nous produisons ici, quand ça monte, eux, ils vont faire ces tests. Et c'est aussi un moyen de limiter les exportations des produits camerounais ou africains. Donc, en produisant ici, nous devons utiliser les bonnes pratiques. Si bien que quand nous aussi, nous pouvons exporter. Sinon, ils peuvent nous bloquer comme ça. Parce qu'ils vont dire que non, vos produits ne répondent pas aux normes. Ne répondent pas aux normes. Puisque nous, ici, on a d'abord été incapables de vérifier ces normes, parce qu'on n'a pas beaucoup de labos. Donc, quand ça va arriver, on est amené à mourir, même s'il y a les APE, vous comprenez? On ne pourra pas exporter nos huiles parce qu'elles ne répondent pas aux normes. D'accord, docteur. Dites-nous, les méthodes d'extraction d'huile de palme ont-elles un impact sur sa qualité? Tout à fait. Les méthodes d'extraction, vous savez, à la maison, la grand-mère, quand on extrait, il faut chauffer pour tuer les lipases. Parce que c'est une huile de germe, ça ne provient pas du noyau comme je vous ai expliqué. Je ne vous coupe pas la parole. Moi, quand j'étais tout petit, je me rappelle au village, il y avait des espèces de grandes surfaces. On prenait les noyaux, je ne sais pas comment on appelle ça, de palmistes, et les gens marchaient dessus pour extraire l'huile de palme. Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est-à-dire les hommes, les femmes marchaient dessus avec les pieds, après l'huile le ressortait quelque part, après on chauffait. Il y avait tout un process. En fait, c'est le... Je sais, je ne vais pas trop commenter sur le marché avec les pieds. Bon, il y a sûrement les microbes, j'espère qu'on a lavé les pieds. Mais ce qu'il faut ici, c'est que quand on marche comme ça et que l'huile est extraite, il y a les lipases. Donc ça commence à dégrader l'huile. Parce que surtout ça met long. Parce que l'huile, une fois qu'elle est extraite, on doit neutraliser ces lipases, il faut chauffer. Voilà. Et si c'était avec les pieds, encore plus, il faut enlever les microbes. Vous comprenez? Donc, j'imagine qu'on utilisait les pieds parce que c'était ce qu'ils avaient dans le temps. Oui, bien entendu. Mais si l'huile est chauffée, ça limite la dégradation. Oui, parce qu'après l'huile était chauffée. Pour limiter cette dégradation. Et maintenant, cette huile-là, en l'utilisant aussi, il ne fallait pas trop augmenter la température de cuisson. Donc, maintenant, au niveau des industriels, quand on extrait de l'huile, quand on la raffine, vous savez qu'on utilise des produits chimiques. Vraiment, on utilise beaucoup de produits chimiques. Et il faut la désodoriser. Et c'est pendant la désodorisation qu'on chauffe à plus de 200 degrés, voire 235 degrés. Et c'est en ce moment-là qu'on produit des composés toxiques. Tu vois. Et au cours du raffinage, les industriels essaient d'en éliminer un maximum. Mais il y a toujours des résidus. Et il y a des résidus qui sont toxiques à l'homme. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des tests pour les limiter. Donc, comme je disais, au niveau du raffinage, il est très important d'être très bien équipé pour faire le raffinage. C'est très important. C'est pas à peu près, on ne fait pas à peu près avec la vie d'un homme, parce qu'elle est irremplaçable. Donc, il faut contrôler les fabricants d'huile. C'est très important. Mais comment contrôler les fabricants d'huile au Cameroun lorsqu'on sait que ces fabricants sont à l'intérieur, dans les villages? Ils font ce commerce pour survivre et ils ne maîtrisent pas très souvent les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Tout à fait. Vous savez, au village, on utilise les méthodes artisanales. Souvent, les méthodes artisanales, il n'y a pas beaucoup de produits chimiques. Donc, on contrôle au niveau du village, ce serait la sensibilisation. On peut leur parler et les former. Et je sais, j'ai parlé aux paysans, ils étaient très ouverts à la discussion et ils veulent toujours améliorer leurs produits. Le plus grand contrôle qu'il faut, c'est les vendeurs en masse, c'est-à-dire les industriels. Parce qu'ils produisent des milliers par jour. Et aussi, c'est des huiles raffinées, il n'y a plus beaucoup de vitamines dedans. Donc, eux, il faut les former aussi. Parce que je suis sûr qu'ils ont de bonnes intentions, ils veulent faire du commerce. Mais je ne crois pas que l'intention première soit de tuer des gens. Donc, il y a des mécanismes dans tous les pays pour faire des inspections, pour voir comment ils contrôlent leur production et comment ils font la démarche qualité. Il y a toute une démarche qualité. S'ils respectent la démarche qualité, là, on va au moins produire moins de toxines sur le marché. Ok. L'huile de palme intervient énormément
dans la fabrication de plusieurs produits agroalimentaires. Est-ce que selon vous, le Cameroun tire vraiment profit de sa culture? Qu'est-ce que je dirais? Le Cameroun, il y a des grands industriels au Cameroun. Et le Cameroun tire profit, mais pas toujours de la bonne manière. Vous savez, je vous ai parlé des acides gras et je vous ai parlé des insaturations. C'était très important que je commence par là. Quand vous avez une double liaison, une insaturation, la nature a fait que ces doubles liaisons soient de configuration 6. Maintenant, il y a un phénomène qui se passe pour fabriquer des margarines. On va prendre une huile liquide, on va l'hydrogéner. Et pendant cette hydrogénation, on va produire ce qu'on appelle les acides gras trans. Maintenant, vous voyez, allez un peu dans toutes les boutiques, vous allez voir qu'il y a plein de margarines qui a ce qu'on appelle les huiles partiellement hydrogénées. Parce que quand on produit ces trans-là, la réglementation demande qu'on écrive sur l'étiquette qu'il y a des huiles partiellement hydrogénées qui contiennent des acides gras trans. Mais maintenant, on produit ces margarines à outrance et il y a une limite des acides gras trans là. Il ne faut pas que le rapport dépasse 2% de l'apport énergétique de la journée. Or, ici, qui contrôle ce qu'on consomme, c'est des grands poisons. C'est sûr, on se fait de l'argent en vendant ces margarines-là. Mais est-ce que c'est vraiment du profit? Ce n'est pas du profit parce qu'on est en train de tuer la population. Parce que nos enfants en consomment comme les malades. Et on retrouve toujours ces huiles partiellement hydrogénées, on les retrouve dans les biscuits. Et ce n'est pas le Cameroun qui les produit, hein. On importe plein d'aliments avec les huiles partiellement hydrogénées. On n'a pas besoin. Et il y a d'autres méthodes pour produire des margarines, des méthodes qui sont plus bonnes pour la santé. Donc vous comprenez que le Cameroun tire profit, oui, mais pas nécessairement de la bonne manière. Mais pas nécessairement de la bonne manière. Tout à fait. Docteur, en dehors de consommer de l'huile de palme, quels sont les autres usages de cette huile? Il faut savoir que l'huile de palme est utilisée pour plusieurs autres buts. Par exemple, au Cameroun, on l'utilise aussi pour produire du savon. Ouais, parce qu'on l'utilise aussi pour produire des bougies. Et dans le monde, on l'utilise beaucoup comme additif alimentaire. Donc vous allez retrouver l'huile de palme dans les biscuits, même dans les aliments pour bébé. Même dans les aliments pour bébé? Tout à fait. Mais ce qu'elle n'est plus, elle a été désodorisée. Donc vous allez retrouver dans les aliments pour bébé, les poudres de bébé, là, il y en a. Et vous retrouvez aussi dans les biocarburants. Mais ça, ce n'est pas au Cameroun, mais l'huile de palme est utilisée pour beaucoup d'applications alimentaires, même pour faire des sauces. On met de l'huile de palme et même pour faire des glaces. Vous connaissez les glaces là, que les gens aiment bien manger? Il y a de l'huile de palme dedans. Et pour faire des pâtes à tartiner, que les gens aiment beaucoup, il y a de l'huile de palme dedans. Et vous comprenez, l'huile de palme a tellement gagné le marché qu'elle est très, très combattue. Mais ce qui est déplorable, c'est que dans ces exploitations, autres exploitations agroalimentaires, on utilise toujours quand elle est désodorisée et quand elle est moins saine. Voilà, d'où un problème. Mais l'huile de palme, il en faut pour faire du savon. Et on fait beaucoup de savon au Cameroun. Okay. Quel est l'impact sur la santé des huiles potentiellement hydrogénées? Comme je vous disais tantôt, vous savez, quand je vous ai expliqué les insaturations, quand vous avez un acide gras insaturé, voilà, l'acide gras insaturé peut avoir cette conformation. Quand il est 6, c'est-à-dire naturel. Maintenant, que la double liaison, quand on hydrogène, on produit dans ce procédé, dans le processus des acides gras trans qui peuvent avoir cette conformation. Et vous savez que notre corps, toutes les membranes cellulaires, il y a des acides gras là-dedans, dans les phospholipides. Maintenant, quand vous avez des acides gras trans, ça se loge dans le cerveau et ça promeut la dépression, l'anxiété. Moi, j'ai vu plein de gens déprimés chez nous ici. Hein. Et maintenant, quand vous avez ça dans les cellules, ça augmente la probabilité d'avoir le diabète de vieillesse. Vous comprenez, qui vient avec l'âge, le diabète de type 2. Maintenant, quand ces acides gras trans se logent dans les cellules sexuelles, le sperme, ça fait l'infertilité. Ah oui, et ça se retrouve aussi dans les bébés, ça traverse. Tu vois, si une femme est enceinte, elle consomme plein de ces acides gras trans. Et les acides gras trans sont tellement nocifs que ça rend un peu la cellule folle. Toutes les cellules de notre corps, ça peut les rendre folles. Donc, c'est pour ça qu'on limite la consommation des acides gras trans. Mais malheureusement, chez nous, je vois des gens qui en consomment des margarines comme des malades. Il faut en consommer, il faut réduire la consommation. Parce qu'on ne dit pas souvent aux personnes de couper, parce que ça enlève la joie de vivre, si on vous interdit ci ou ça. Parce que l'être humain n'aime pas l'interdiction. Mais il faut savoir qu'il faut
réduire la consommation de ces acides gras trans parce que ça se loge dans le cerveau des enfants. Les neurones sont couverts de membranes. Ça se loge dans toutes les cellules de notre corps et ça nous rend vraiment malades. Docteur, ce que vous dites est extrêmement grave, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi la santé publique? Disons, la santé publique, c'est un domaine de la santé, voilà, qui fait tout pour promouvoir, qui met l'être humain au centre. Vous voyez, pour promouvoir l'épanouissement, c'est-à-dire le bien-être biopsychosocial d'un être humain. Parce que la santé, ce n'est pas le manque de maladie, c'est le bien-être entier sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan biologique. Avec les explications que vous donnez depuis le début de notre entretien, j'ai l'impression que la santé publique n'est pas véritablement implantée au Cameroun. Parce que moi, j'ai consommé de la margarine, je ne sais pas pourquoi je vis encore. Disons, vous n'avez pas consommé que ça, n'est-ce pas? Vous avez consommé autre chose. Beaucoup de poison, alors. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous essayons de voir tout ce qui nous tue et pourquoi l'espérance de vie au Cameroun est de 57,3 ans, alors qu'en France, elle est de 82 ans, alors qu'aux États-Unis, c'est 79 ans. Vous comprenez? Quand nous analysons ça, nous identifions tout ce qui nous tue. Vous savez, aller à la morgue, aller à la levée, des obsèques, c'est devenu une habitude de nos familles. Vous voyez? Maintenant, le Cameroun a fait un effort. Il a dit, voilà, mes enfants, allez apprendre aussi. Voilà, et revenez. Maintenant, il nous appartient à nous d'aider maintenant le Cameroun. Vous voyez, ce n'est pas la question d'une personne. Ce n'est pas une personne, c'est pas le gouvernement qui implémente la santé. Le gouvernement organise les soins. Maintenant, la santé publique, c'est nous qui changeons nos comportements pour nous préserver. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que quand on mange beaucoup de poison, on appelle ça, c'est des tueurs silencieux. Vous voyez, nous ne savons pas que nous consommons du poison, non, docteur. Nous ne savons pas jusqu'au moment où nous commençons à mourir seulement. La durée de vie moyenne est de 57 ans. Ça aussi, beaucoup de nos téléspectateurs ne le savent pas. Ah oui, c'est la durée moyenne de vie au Cameroun. Et c'est la 8e plus faible en Afrique. Vous comprenez? On se tue tous les jours. On a beau parler, mais c'est nous qui devons aider. Nous tous. Vous comprenez? Nous devons tous changer de comportement pour être en bonne santé. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Même si tout est fait par le gouvernement, si on ne change pas de comportement, on va toujours mourir. Très jeune. Pour qu'on change de comportement, il faut qu'on ait l'information. Tout à fait. Et que vous la disséminiez. Vous voyez la petite moi. Je ne peux pas avoir un grand impact si je ne travaille pas avec des gens qui peuvent porter l'information. Vous voyez, l'information est cruciale pour un changement de comportement. Elle est cruciale et je dis... je ne sais pas si les journalistes savent à quel point ils ont du pouvoir pour améliorer la santé du Cameroun, des Camerounais. Vous comprenez? C'est un travail d'équipe. Nous aimons bouquiner. Nous aimons faire des expériences au laboratoire. Il faut qu'on relaie l'information pour qu'elle soit apportée à la population. Et que la population veuille bien changer de comportement et qu'elle comprenne pourquoi nous promouvons la santé. Et il n'est pas trop tard. C'est surtout ça qu'il faut dire. Il n'est vraiment pas trop tard parce que tout le monde peut décider de changer et de vivre aussi longtemps, autant que faire se peut. Pour la majorité des Camerounais qui ont consommé tous ces poisons et qui découvrent aujourd'hui l'antidote, comment faire? La première chose à faire, c'est de savoir lire les étiquettes alimentaires. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est riche et qu'on va au supermarché et on achète plein de choses que c'est bon pour nous. Chaque fois que vous achetez quelque chose, lisez l'étiquette alimentaire. Si vous voyez, c'est écrit huile partiellement hydrogénée. Pour les gens qui ne trichent pas, ils le mettent, ce qui est très louable, qu'ils le mettent. Voilà, vous savez que vous devez réduire votre consommation. Si vous vouliez tout manger le même jour, étalonnez sur une dizaine de jours, par exemple. Ça réduit la dose. Maintenant, il y a les poisons, mais il y a toujours l'antidote que la nature prévient. Quand vous consommez les huiles, si vous arrivez à consommer les huiles, consommez aussi les antioxydants, des vitamines qui vont protéger ces huiles-là. Vous comprenez? Maintenant, on dit toujours de manger équilibré. Quand vous variez votre alimentation, ça vous soumet moins à un produit toxique. Parce que vous allez utiliser beaucoup de choses qui vont pallier les conséquences de ce qui est nocif. Voilà. Et quand vous consommez vos huiles,
prenez la peine de lire la composition. C'est très important. S'il n'y a pas de composition, si vous n'avez pas pu trouver ça ailleurs, n'en consommez pas. Vous ne connaissez pas l'origine, n'en consommez pas. Voilà, donc c'est beaucoup de petites choses qu'il faut faire pour se maintenir en bonne santé, mais il y a toujours une solution. Parce que même si vous avez vécu, vous pouvez, en mangeant du n'importe quoi, entre guillemets, excusez l'expression, vous pouvez décider de manger équilibré à partir d'aujourd'hui. Voilà. Et si vous consommez les bonnes huiles, ça va remplacer les mauvaises que vous avez dans le corps. Donc c'est réversible, c'est pas irréversible. D'accord. Docteur, l'effet de mode veut qu'on consomme différentes huiles. Est-il important de suivre cet effet de mode? Je pense qu'il faut surtout utiliser son cerveau. Il ne faut jamais utiliser l'effet de mode, parce que l'effet de mode commence toujours par ceux qui produisent ce qu'on vous dit de consommer. Voilà, si je produis de la margarine, je vais vous dire qu'elle n'a pas de cholestérol. Je ne vais pas vous dire qu'elle est pleine d'huile partiellement hydrogénée. Vous comprenez? Donc, il faut varier les huiles qu'on consomme. Parce qu'il faut prendre les acides gras essentiels. Vous savez, on vous dit souvent de prendre des huiles oméga 3. Ça veut dire simplement c'est la position d'insaturation que je vous ai expliqué, qui permet de dire que c'est la famille oméga 3. Parce que ça rend le sang fluide. C'est pour ça qu'on dit de consommer le poisson 2 fois par semaine. Vous comprenez? Des poissons qui vont vous apporter ces huiles essentielles, les oméga 3. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous les retrouvez dans le ginseng. Vous connaissez le ginseng? Oui, je connais le ginseng. Voilà, le ginseng, l'huile de ginseng est riche en oméga 3. Donc, vous en avez là. Et ils vont vous parler de l'huile de lin, alors que vous avez l'alternative dans l'huile de ginseng. Si c'est le poisson que vous avez l'alternative. Maintenant, quand on va vous parler des huiles lauriques, voyez, il y a l'huile laurique comme l'huile de coco, l'huile de palmiste. Vous voyez, ça a des propriétés antifongiques. Vous savez, on met souvent sur la peau des bébés. Elle est aussi bonne. Donc, il faut varier les huiles. Au Cameroun, on produit de l'huile de coton aussi. Vous consommez de l'huile de coton aujourd'hui, mais suivant les bons canaux. Les huiles saturées, comme l'huile de palme, quand vous voulez faire des fritures, il faut utiliser les huiles saturées. Vous voyez? Maintenant, quand vous voulez faire des salades, il faut utiliser des huiles fragiles, polyinsaturées, comme l'huile de soja. Et maintenant, il y a pour la cuisson, vous pouvez utiliser l'huile de coton, l'huile et d'autres huiles. Mais les huiles comme l'huile de soja, qui est très fragile, elle n'est pas du tout une huile de friture. Il ne faut pas faire de friture avec. Donc, il faut savoir que chaque huile a un usage approprié. Les industriels doivent bien indiquer. Il ne faut pas prendre une huile de salade et venir dire aux gens de faire des fritures. Ce n'est pas bon. Donc, variez chez vous, prenez juste la peine de voir qu'il y a des huiles très saturées. Si c'est l'huile de palme raffinée, vous faites des fritures. Vous voulez faire à manger, vous prenez l'huile de coton pour faire la sauce. Maintenant, quand vous voulez la salade, vous utilisez de l'huile de soja. C'est des exemples. Et j'aimerais souligner quelque chose ici. Il y a l'huile d'avocat. Elle est bourrée de vitamines et c'est une des huiles les plus stables au monde. C'est dommage qu'on n'en produise pas beaucoup. Mais sinon, l'huile d'avocat, par exemple, est de loin meilleure que tout ce qu'on vend de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'avocat, c'est une excellente huile. Donc, pour finir, je dirais il faut varier les huiles. Il faut varier les huiles en fonction de la consommation. Tout à fait. Et consommer les graines, les noisettes. Vous voyez, c'est plein d'acides gras monoinsaturés. C'est très bon pour la santé. J'ai oublié l'huile d'arachide qui a plein d'acides gras monoinsaturés. Donc, il faut varier vos huiles. Et là, vous allez avoir une panoplie d'acides gras. Vous allez avoir vos acides gras essentiels dans ces huiles. Et aussi, vous allez avoir plein de vitamines si vous consommez les huiles vierges. Voilà. Vous pouvez en faire même à la maison. Il y a des gens, quand on fait le mets d'arachide, vous voyez, il y a souvent de l'huile qui ressort. Ah, c'est une excellente huile, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose même avec l'avocat. Vous voyez, et il y a des pistaches, tu vois, c'est des graines. Et ça a beaucoup d'huile, c'est excellent pour la santé. Vous voyez, donc, on a beaucoup d'aliments. Il faut juste prendre un peu de peine de consacrer un peu de temps à sa propre santé. Voilà. Au lieu d'aller peut-être en boîte ou bien d'aller prendre plein d'alcool, il faut prendre 2 minutes pour dire, OK, voilà les huiles aussi, comment je peux utiliser, je vais faire les fritures, je vais plutôt faire la salade, ainsi de suite. Docteur, pour conclure, s'il fallait choisir entre la consommation de l'huile de palme
et celle de nombreuses huiles importées dont on ne maîtrise pas très souvent l'origine. Quel conseil donneriez-vous? Je dirais qu'il faut manger de l'huile de palme rouge brute parce que ça donne beaucoup de vitamines. J'ai vu il y a des carences en vitamine A au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, mais c'est une aberration. Alors qu'on a plein d'huile de palme, et je vous dirais que l'huile de palme a, disons, 50 fois plus de vitamine A que les tomates. Ça a 15 fois plus de vitamine A que les carottes, l'huile de palme. Donc, je dirais consommer de l'huile de palme vierge brute. Il ne faut pas la blanchir. Si vous la consommez en l'état, on gagne en vitamines et on gagne beaucoup sur le plan de la santé. Les huiles importées, ce sont des huiles qui sont raffinées. Et il y a des huiles dont on ne maîtrise pas l'origine et il y a des huiles ouvertes, le vrac, là au marché, n'en consommez pas. Consommez de l'huile de palme. Disons, si au moins les huiles ont été étiquetées, aux gens qui les importent, il faut quand même qu'on étiquette ces huiles. Donc, j'encouragerais mes pères à consommer de l'huile de palme rouge et de rester toujours en dessous de 177 degrés quand on l'utilise, parce que c'est son point de chimie. Et si vous respectez ça, il n'y a pas de problème. C'est de la bonne santé, assurée. Et utiliser 20 grammes d'huile rouge brute par jour. Oui, c'est à peu près une cuillère à soupe. Voilà, ça pour peut prévenir de certaines pathologies. Tout à fait. C'est une cuillère à soupe, vous n'allez pas avoir de carence en vitamine A. D'accord, je vais appliquer vos prescriptions, docteur. Ok. Ok. Vous l'avez compris, vous pouvez continuer à assaisonner votre coquille, votre ndolé, votre condré, votre zoom avec de l'huile de palme. Faites-le toutefois avec modération. Docteur Malise Peyoundi, merci pour vos lumières. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes biochimiste, chercheur, spécialiste des questions de santé publique et auteur. Vous avez notamment publié aux éditions RIRCO en 2013 le livre qui a servi de fil d'Ariane à notre entretien. Réduire la mort, tueur silencieux, huile et graisse. Tout à fait. C'est moi qui vous remercie.